Bonjour. Donc mon exposé porte sur les aquacultures du monde et l'interdépendance entre mer et continent. Après quelques éléments sur l'histoire de l'aquaculture, les niveaux de production et de consommation, la diversité des espèces et les perspectives de production, je traiterai de trois controverses qui animent actuellement le monde de l'aquaculture. Et puis je terminerai en vous présentant quelques nouveaux systèmes aquacoles qui sont en train actuellement d'émerger. Alors en termes d'aquaculture, on peut dire que l'année zéro de l'aquaculture est généralement considérée comme étant 473 avant Jésus-Christ, date du premier manuel de pisciculture retrouvé en Chine qui traite de l'élevage de carpes en étang. La pisciculture essentiellement, puis l'aquaculture, pisciculture c'est poissons, aquaculture c'est tout l'ensemble, s'est ensuite développée au fil des siècles pour connaître un véritable décollage au milieu du XXe siècle, avec des innovations telles que la domestication de nouvelles espèces, un certain nombre d'innovations technologiques, et un début de la production également d'aliments composés et la maîtrise de la reproduction de certaines espèces, avec un véritable développement explosif de l'aquaculture à partir des années 80, à la fois dans les zones tempérées et tropicales, en eau douce marine et saumâtre, et sur un grand nombre d'espèces. Donc voici mon aïeul par adoption, représenté ici. Les données de la FAO, puisque c'est en général les sources qui sont disponibles, ce sont les seules sources véritablement disponibles à l'échelle mondiale, font apparaître l'évolution des productions à la fois des pêches et de l'aquaculture. Donc vous voyez pour les pêches, donc les pêches de capture, ici une croissance jusque dans les années 90 pour, depuis les années 90, connaître une stagnation autour de environ 90 millions de tonnes. Dans ces 90 millions de tonnes, vous avez une partie non négligeable, puisqu'elle est de l'ordre de 25 à 30% selon les années, qui est transformée en farine de poisson pour l'alimentation animale et notamment aquacole. L'aquaculture, je vous l'ai dit, excusez-moi, je maîtrise mal. L'aquaculture, quant à elle, a véritablement amorcé son décollage explosif dans les années 80 pour atteindre, en 2012, un volume de 66 millions de tonnes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en gros, un organisme aquatique que vous consommez sur deux provient de l'élevage, l'autre venant de la pêche, chose qui était peu concevable il y a 20 ou 30 ans. Pendant le même temps, la consommation humaine est passée de 7 kg par habitant et par an, ici, à 19 kg. La répartition géographique de la production aquacole est, comme vous le voyez sur ce graphe, totalement déséquilibrée, avec un épicentre situé en Asie qui représente en gros 90% de la production aquacole mondiale, avec loin devant la Chine. Et vous voyez que le reste des continents pèse très très peu dans cette production aquacole, à part égale l'Europe et l'Amérique pour environ 5%, et l'Afrique pour un petit peu plus de 2%. En termes d'espèces, vous voyez aussi un déséquilibre en termes d'espèces produites en faveur du poisson, dont la production représente environ 40 millions de tonnes en 2012, suivi par les plantes aquatiques, essentiellement les algues, les mollusques et les crustacés. Quant au milieu d'élevage, c'est l'aquaculture continentale qui domine de très très loin,
lorsqu'on prend en compte les plantes aquatiques. Juste une toute petite parenthèse, très souvent, les statistiques FAO ne prennent pas en compte les plantes aquatiques dans leurs statistiques, considérant que, bon, il ne s'agit pas d'un véritable aliment. Bon, je leur laisse la responsabilité de leur prise de position, et en général, les statistiques FAO présentent les données principales sur les animaux, à savoir poissons, mollusques et crustacés. Alors, le classement des volumes de production selon leur niveau trophique est présenté dans cette figure et montre un déséquilibre très marqué entre les pays en développement, donc décidément, entre les pays en développement, que vous voyez ici, que ce soit avec ou sans la Chine, avec donc une pyramide des biomasses équilibrée, tandis que dans les pays dits développés, dont cette répartition selon les niveaux trophiques est présentée dans cette figure ici en bas, et vous voyez représentée par une pyramide inversée, dans la mesure où ce sont des pays qui ont très largement privilégié l'élevage d'espèces à chaîne alimentaire longue, en d'autres termes, carnivores. Lorsqu'on regarde la répartition, par exemple, le classement des 15 principales espèces de poissons produites dans le monde en 2014, on constate que seules 2 espèces marines ou d'eau saumâtre figurent. Ici, le saumon atlantique, et également un poisson que vous ne connaissez probablement pas, qui est un poisson surtout présent dans le Pacifique et dans une moindre mesure dans l'océan Indien, qui s'appelle le milkfish, Chanos, dont je vous ai mis ici une photo. Sinon, tous les autres poissons sont des poissons d'eau douce, et plus encore, les 6 principales espèces produites dans le monde aujourd'hui sont des carpes. Elles représentent 67% du volume mondial et ont des niveaux trophiques compris entre 2 et 3. Ça veut dire, en gros, vous l'avez vu, je pense, dans la figure précédente, niveau trophique ici, vous avez les plantes aquatiques, évidemment, bon, niveau trophique en général 0, mollusques qui sont des filtreurs, et pour les poissons, le niveau trophique va de 2 à 5, entre 2 et 3, ce sont des espèces donc à chaîne alimentaire courte, phytoplanctonophages, filtreurs, etc. La production d'algues étant elle aussi très largement dominée par les pays asiatiques, comme vous le voyez dans ce classement, avec à nouveau la Chine qui représente le premier producteur, l'Indonésie qui s'est hissée au 2e rang après plusieurs années de forts investissements dans ce secteur, Philippines, Corée, vous voyez, enfin tout le florilège des pays asiatiques avec des très fortes traditions aquacoles, et je l'ai marqué pour information, donc le 24e pays de culture étant la France avec 35 tonnes produites en 2010 ou 2011. Il paraît qu'en fait c'est 50 tonnes, mais bon, je pense que ça vous situe le rapport de force. L'Afrique se met aussi petit à petit à l'algoculture, ici donc culture de Euchema denticulatum à Zanzibar en Tanzanie. Alors la production mondiale d'algues d'aquaculture est, vous l'avez vu, en gros comprise entre 15 et 20 millions de tonnes selon les différentes statistiques. Et les principales algues produites, bon, on en a eu une image ce matin, plus sous un angle génomique, sont les Euchema et Cappaficus, qui sont donc
des algues rouges. On ne voit pas très bien là. Enfin bon, je vais vous présenter ces algues ici. Les laminaires, qui sont des algues brunes, puis des gracilaria. Enfin bon, je vous passe l'inventaire. Vous voyez des niveaux de production en millions de tonnes qui sont tout à fait significatifs et une valorisation de ces algues qui est à la fois pour l'alimentation humaine, pour utilisé de moins en moins, mais encore en Asie comme engrais, comme aliment aussi pour les animaux, et surtout maintenant de plus en plus l'extraction de polysaccharides. Cela vous a été décrit ce matin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% du volume d'algues aujourd'hui sont consommés pour l'alimentation humaine sous forme d'algues reconnaissables, c'est-à-dire en dehors de ce qui est incorporé dans l'industrie agroalimentaire. En termes de mollusques, répartition aussi, les huîtres et les moules représentent en gros la moitié de la production mondiale, le reste étant représenté par d'autres espèces, donc palourdes, coques, clames, coquilles Saint-Jacques, on retrouve la Chine en premier, le Japon, et là, les pays européens, France et Espagne, occupent une place plus honorable. Alors évidemment, le principal problème pour les mollusques, quand on pense à mollusques, consommation de mollusques destinés à l'alimentation humaine, on est tout de suite confronté à la pathogénicité pour l'homme de la consommation de ce type de mollusques. Et la FAO a fait un certain nombre d'études pour voir un petit peu quelle était la fréquence d'occurrence des différentes causes de pathogénicité de ces mollusques. Et vous voyez ici que la première cause, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est-à-dire essentiellement avec comme conséquence évidemment la contamination par des salmonelles, c'est-à-dire en fait essentiellement des pratiques d'élevage, des pratiques de conditionnement, des pratiques de conservation, etc., beaucoup plus que les autres. Des bactéries pathogènes, des virus, les biotoxines, donc des toxines en fait synthétisées par le phytoplancton que consomment les mollusques et autres. Alors en termes de prospective, de très nombreuses prospectives sont faites régulièrement sur l'avenir de l'aquaculture, sachant que, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, une ressource aquatique vivante sur 2 consommée provient de l'aquaculture. La pêche a atteint son niveau maximum d'exploitation. Plus ça va, plus on en est convaincu, et on serait très très heureux qu'elle reste à ce niveau-là et qu'elle ne décroisse pas. Donc parmi ces très nombreuses prospectives, j'en ai retenu une que vous voyez ici, donc, qui a été réalisée par Merino et collègues, et qui montre une perspective donc de production et de consommation sur la base de 20 kg par habitant et par an en 2050 d'environ 192 millions de tonnes. On va arrondir à 200 millions de tonnes, ce qui veut dire que d'ici donc cette échéance, l'aquaculture devrait être en mesure de produire 50 millions de tonnes supplémentaires de produits aquatiques. Alors, du poisson pour nourrir du poisson. C'est une des questions évidemment qui est très souvent posée, notamment par les différentes ONG qui ont très largement occupé le terrain ces dernières années pour dire à quoi ça sert de produire du saumon qu'on nourrit avec du saumon. Avec du poisson, pardon. Éventuellement avec du saumon, mais pas forcément. Alors, dans le domaine de l'aquaculture, le premier lanceur d'alerte, puisque le mot est à la mode, mais est une chercheuse américaine qui, en 2000, a véritablement secoué les milieux de l'aquaculture en étudiant l'impact sur les pêches du développement de l'aquaculture.
en gros, la consommation par l'aquaculture de produits de la pêche qui, sous-entendu, ne seront pas consommés par les hommes. Donc à cette époque, en 2000, cette chercheuse, donc Naylor, avait fait un bilan donc, de la pêche, de ce qui était pêché, de ce qui était rejeté, ce qu'on appelle les faux poissons, c'est-à-dire des poissons qui n'ont pas de valeur marchande, et ce qui allait à l'industrie pour être transformé en farine de poisson. Donc vous voyez, sur 123 millions de tonnes de poissons qui étaient pêchés, 27 millions étaient rejetés par-dessus bord, 30 millions alimentaient l'industrie des farines de poisson, farine et huile de poisson, et sur ces 30 millions, 10 millions étaient utilisés pour l'aquaculture, essentiellement l'élevage de poissons en cage flottante et l'élevage de poissons en étang, c'est-à-dire ce qu'on qualifie d'élevage intensif. Cette alerte s'est révélée donc un tiers, environ 30% de... Cette alerte s'est révélée totalement pertinente puisque 12 ans plus tard, ce n'est plus 30% de la farine et de l'huile de poisson qui sont utilisés pour l'aquaculture, mais environ, vous le voyez, 70% avec une croissance relativement forte ces dernières années. Alors, face également, autre chose, c'est que malgré l'augmentation de la demande en poissons pour la consommation humaine, la proportion de poissons utilisés pour des usages non alimentaires est restée constante depuis 1970. Donc, il n'y a pas de substitution, pour le moment, possible entre la consommation humaine et la minoterie, la fabrication de farine de poisson. Alors, si le saumon fait partie, de moins en moins, mais fait partie, vous verrez après, fait partie des poissons fortement consommateurs, évidemment, de produits d'origine halieutique, ici le paysage classique d'élevage de saumon en cage flottante dans un fjord de Norvège. Alors, si on s'amuse à essayer de comparer, alors, c'est probablement assez approximatif, mais je ne pense pas que ça soit faux, et si l'un d'entre vous le pense, je suis preneur. Je pense que, de ces remarques, si on prend un saumon dans le milieu naturel, il va consommer des poissons, enfin des organismes vivants, en l'occurrence des poissons, puisque c'est un prédateur de niveau inférieur, de niveau trophique inférieur. Donc vous avez un taux de conversion de 10:1 en prenant la règle de 10% de transfert de la biomasse d'un niveau trophique à l'autre dans un écosystème. Si on prend maintenant l'élevage de saumon et qu'on lui distribue un aliment artificiel, classique, 24% de farine de poisson, 16% d'huile de poisson, qu'on le convertisse en poisson fourrage et qu'on prenne la variable déterminante dans ce cas, qui est l'huile de poisson, eh bien on arrive à une consommation de 16 kg de petits pélagiques qui sont la nourriture du saumon. Et on arrive à un FIFO, c'est-à-dire fish in, fish out, de 4:1, c'est-à-dire 2,5 fois inférieur à celui du saumon sauvage. Donc quand on vous explique... Enfin, bon, je dis, ça reste peut-être à discuter, mais je ne pense pas qu'il y ait de grosses erreurs là-dedans. Et lorsqu'on vous dit, par exemple, que manger du poisson d'aquaculture, c'est dépeupler la mer, alors que le pêcher... Dans son milieu naturel, c'est respecter les lois de l'écosystème, je ne suis pas sûr que ce soit totalement valable. Alors, évidemment, dans cette situation, les laboratoires, notamment les laboratoires de nutrition, se sont mis à travailler sur la substitution des farines de poisson par des autres produits, notamment végétaux, riches en protéines, et pourquoi pas en huile riche en acides gras polyinsaturés, et on arrive
a, vous le voyez, une évolution très nette. Malheureusement, cette courbe ne s'applique pas à la totalité de la production de saumon dans le monde. Vous le voyez donc, une diminution de la part de farine de poisson utilisée dans l'aliment pour saumon, et vous le voyez ici, une augmentation, ce que j'ai qualifié d'autres produits végétaux. Bon, évidemment, là-dedans, vous avez énormément de farine de soja. Deuxième grande controverse qui agite les milieux de l'aquaculture. Bon, j'en ai retenu 3, il y en a d'autres. Bon, j'ai retenu celles sur lesquelles j'avais un peu contribué, un peu travaillé. Quelles espèces pour l'élevage? Faut-il domestiquer des espèces locales ou introduire des espèces avec leur paquet technologique? Ça, c'est un problème qui concerne tout le monde vivant, je veux dire, pas uniquement les poissons. Mais je pense qu'il est particulièrement frénétique parmi les scientifiques qui travaillent dans le domaine de l'aquaculture. Alors, si on regarde l'histoire de la domestication, bon, les animaux terrestres, je crois que ça a été évoqué ce matin, si mes souvenirs sont bons, est évidemment très ancienne, date du néolithique. En gros, on peut dire que l'ensemble des animaux et d'ailleurs des végétaux est maintenant domestiqué aujourd'hui, et ce depuis le siècle dernier, disons, enfin une décroissance de la vitesse de domestication, bien entendu. Chez les organismes aquatiques, c'est exactement l'inverse, puisque vous le voyez, la domestication a démarré très très tard et s'est accélérée en gros depuis une trentaine d'années, et aujourd'hui vous avez environ 500 ou 600 espèces marines, continentales, végétales, animales qui sont domestiquées. Alors, quand je parle domestiquées, c'est maîtrise de la reproduction et connaissance des besoins alimentaires, sachant qu'il y a plein de définitions au mot domestication. Là, je parle de domestication basique. Alors, évidemment, pardon, à nouveau. Donc, une quinzaine d'espèces aujourd'hui de poissons essentiellement produits dans le monde, donc, dont on a une maîtrise relativement avancée de la domestication. Alors, face à cette situation, la question se pose de savoir, faut-il introduire, pour développer l'aquaculture dans un pays, par exemple, ou dans une région, ou dans un bassin versant, des espèces dont on maîtrise relativement bien l'élevage, ou bien faut-il domestiquer des espèces locales? Bon, la question reste posée. Vous imaginez que dans le contexte actuel de très très forte demande en produits aquatiques, c'est très très largement cette option qui est prise. D'ailleurs, vous le voyez, le point qui avait été fait... Ils ont même arrêté, la FAO, de faire le point des introductions parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas suivre, mais en 2006, ils avaient enregistré donc 5600 introductions et transferts de poissons. Bon, ce n'est pas très différent dans les plantes alimentaires, puisqu'aujourd'hui, vous avez 80% de la production mondiale de végétaux, de végétaux alimentaires, de plantes alimentaires, est représentée par 18 espèces. Donc, on est tout à fait dans le même ordre de grandeur. Ici, le saumon, l'évolution de la production de saumon en Norvège, et ici, donc, saumon qui a été introduit au Chili, et dont donc, évidemment, le saumon a été introduit avec tout le paquet, tout le know-how qu'il y avait avec, et donc dont le développement aussi a été relativement spectaculaire, avec une chute liée à une pathologie. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails. Alors, les introductions peuvent avoir du bon aussi, puisque ici, en Asie du Sud-Est, très grave pathologie à virus, on appelle le white spot, sur la crevette locale,
et introduction d'une espèce sud-américaine, donc, dont l'aire d'origine est située ici, qui a pris le relais de cette crevette et qui semble résister parfaitement à ces agressions. Alors, quel système d'élevage et quel niveau d'intensification pour quelle durabilité? Bon, alors évidemment, vu l'étendue de la question, je vous propose de la considérer sur six exemples sur lesquels je vais passer rapidement et qui sont classés dans l'ordre d'intensification croissante et qui concernent à la fois l'eau de mer, l'eau douce et l'eau saumâtre. Alors le premier exemple, c'est polyculture de crevettes, de crabes, de tilapia et de chanos dans les étangs. Il me reste combien de temps? Je ne me rends pas compte. 5 minutes, c'est déjà pas mal. Alors, polyculture de crevettes, crabes, en étang aux Philippines, avec, vous le voyez, des rendements qui caractérisent une production extensive, 1 tonne par hectare et par an, où on profite, enfin le principe est de profiter de toutes les niches écologiques qui se développent dans un étang. Ce que vous voyez ici, ce sont des mollusques qui sont ramassés dans le milieu naturel pour nourrir les crabes et les crevettes. C'est de la production tout à fait biologique. Polyculture de tilapia et de poisson-chat africain en étang au Cameroun, une pisciculture qu'on pourrait qualifier entre extensif et intensif, où aucun aliment n'est distribué, mais où la productivité naturelle des étangs est stimulée par l'apport d'engrais qui est fourni par l'élevage de porcs ou de volailles au-dessus des étangs. Pratique très très courante en Asie du Sud-Est et qui a été introduite en Afrique, bon, avec un peu moins de succès. Production de poisson-chat du Mékong, le panga, peut-être avez-vous eu l'occasion d'en consommer, en Indonésie, en étang, avec un aliment fabriqué artisanalement en utilisant des quantités relativement importantes de poissons séchés et de poissons provenant de la pêche artisanale et du poisson qui pourrait difficilement servir à autre chose, en tout cas pas à la consommation humaine vu son état de dégradation. Ensuite, production de carpe en cage flottante dans un lac de barrage avec un système relativement original puisque les poissons sont élevés, le poisson principal qui est de la carpe est élevé dans une cage et cette cage est placée dans une autre cage avec une autre espèce dont le niveau trophique est inférieur, qui en l'occurrence est le tilapia, et qui consomme les résidus de l'aliment non consommé par la carpe et éventuellement toute la microfaune et la microflore qui se développent sur les effluents de l'élevage de carpe. Système encore plus intensif, l'élevage de bar et de dorade en cage en Méditerranée, donc des cages. Les effluents vont directement dans la mer, un aliment avec 45 ou 50% de protéines, dont plus de 50% originaires de ressources halieutiques, un indice de conversion de 2, c'est-à-dire 2 kg de poisson fourrage pour faire 2 kg d'aliments granulés industriels pour faire 1 kg de poisson. Et puis le dernier, c'est une truticulture en Bretagne. Bon, c'est un élevage très intensif, comme vous le voyez, avec aération, voire oxygénation, aliments artificiels, épuration en aval, donc de l'eau, avant restitution à la rivière. Alors, on a fait un travail donc, sur ces 6 systèmes en utilisant l'outil analyse de cycle de vie pour voir quel était l'impact de ces élevages sur l'environnement en prenant comme indicateur impact sur l'eutrophisation du milieu, sur le réchauffement climatique, sur l'acidification, etc., etc. Consommation d'eau, consommation de superficie. Donc, le résultat est troublant et totalement contre-intuitif puisque le score final, donc, je répète, d'impact
de ces différents systèmes du plus extensif au plus intensif sur l'environnement, eh bien vous voyez que le système qui a le moins d'impact sur l'environnement, donc le plus efficient, c'est le système le plus intensif, à savoir l'élevage de truites en Bretagne, qu'on explique par le fait que c'est un niveau d'efficience très élevé par rapport à l'aliment. Le deuxième système le plus performant sur le plan efficience écologique, c'est les cages, les doubles cages en Indonésie. Bon, probablement aussi du fait qu'on associe deux espèces dont une récupère les effluents de l'autre. Les étangs d'élevage de poissons-chats du Mékong en Indonésie, la polyculture au Cameroun, et polyculture aux Philippines, et les cages en Méditerranée. Alors les cages en Méditerranée, qui devraient normalement se situer juste après les truites en Bretagne, sont dues au fait que, d'une part, très faible niveau d'efficience lié à un aliment mal adapté et rejet des effluents dans le milieu naturel. Alors, les nouveaux systèmes, j'ai fini. Les nouveaux systèmes aquacoles. Alors, ils sont basés, en fait, sur deux principes. On peut dire qu'aujourd'hui, ces systèmes sont très largement encore au niveau expérimental. Mais disons, on fonde beaucoup d'espoir. Enfin, le milieu aquacole, la mafia aquacole, fonde énormément d'espoir sur ces systèmes. Aucun, aujourd'hui, n'a véritablement fait la preuve de sa faisabilité, mais on s'en rapproche. Alors, les deux principes qui les guident, c'est économie d'eau et épuration des effluents. Donc, vous avez un système ici, en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on apporte toute l'eau, recircule après filtration, biofiltration. Le deuxième système, même principe, avec en plus adjonction d'une culture hydroponique. Troisième système, c'est ce qu'on appelle les IMA, Integrated Multitrophic Aquaculture. Je le dis en anglais parce que c'est sous ce nom-là, les IMA, c'est sous ce nom-là qu'ils sont connus, où là, on associe à l'élevage de poissons d'autres cultures destinées, d'une part, à épurer les effluents de l'élevage du poisson et en outre, fournir une production complémentaire. Quatrième système, c'est le système au large, offshore aquaculture, c'est-à-dire on met des cages très loin. C'est un système, c'est un système qui est présenté comme fort renouvellement d'eau et puis dispersion des effluents dans le milieu. Alors tant qu'il n'y en aura pas beaucoup, ce sera très bien. Le jour où il y en aura beaucoup, on pourra se reposer le problème. On a un peu l'impression qu'on repousse le problème au large, mais peu importe. C'est comme ça que se présentent aujourd'hui ces quatre systèmes. Alors je vous montre juste, voilà un système hydroponique, donc avec les élevages de poissons dans ces bassins, un système de recirculation d'eau et élevage et culture végétale. Ici, un système intégré multitrophique, donc avec des cages, le courant qui va comme ça, des moules et des algues. Voilà, ça, on met les cages au loin, j'ai pas dit qu'on met la poussière sous le tapis, mais je veux dire, pour le moment, c'est un système, sachant quand même que ce système présente quand même une très très grosse contrainte, c'est qu'en général, au large, il y a, et surtout se fait l'aquaculture aujourd'hui, c'est-à-dire dans les pays tropicaux, il y a quand même des typhons, il y a quand même des cyclones, et le coût de ces cages, d'arrimage des cages, est relativement prohibitif. Alors, mes conclusions, c'est que pour poursuivre cette révolution bleue, c'est ma dernière, pour poursuivre cette révolution bleue, je pense qu'il y a besoin, il y a quatre, il y en a certainement beaucoup plus, j'en ai retenu 4 conditions. D'abord,
la poursuite de la diversification des systèmes de production, des espèces et des milieux d'élevage. Il n'y aura pas de solution miracle. Il faut absolument continuer à avancer, à prospecter dans tous les milieux. Et je pourrais rajouter aussi avec toutes les populations et leurs contraintes. 2, une mise en œuvre appropriée des principes associés aux démarches de développement durable. Le développement durable, c'est un concept. Ce n'est pas qu'un concept. J'ai un peu l'impression qu'il est passé au second plan avec le réchauffement climatique. Mais je pense qu'il serait bon de revenir à cette approche. 3, la conduite de recherche ayant pour objectif l'augmentation, tout est là, de l'efficience des systèmes aquacoles. Donc évidemment, promotion d'espèces à chaîne alimentaire courte et compréhension des mécanismes métaboliques et sélection génétique pour des caractères autres que la seule croissance. Aujourd'hui, le monde aquacole est focalisé sur la croissance. Et enfin, la mise en valeur aquacole de régions et de continents encore très peu engagés dans cette activité. Bon, je pense notamment à l'Afrique subsaharienne et à l'Amérique du Sud. Je vous remercie. Merci. Donc, je vois Jean-François Bach voudrait poser une première question. Oui, je voudrais poser, vous m'en excuserez, une question de consommateur. Et à vrai dire, j'ai deux questions. Une qui est plutôt de nature commerciale. Dans quelle mesure peut-on être sûr ou pas de la nature sauvage ou d'élevage d'un poisson qui est vendu dans le commerce? Et deuxièmement, quelles sont finalement les différences intrinsèques de la qualité du poisson d'élevage et du poisson sauvage, à la fois comme au point de vue nutritionnel et au point de vue gustatif? Vous n'avez pas beaucoup abordé cette question-là, qui est une question quand même que les gens se posent. Oui. Mais là, moi, si vous me donnez jusqu'à demain matin, je peux éventuellement commencer à vous répondre, mais là, ça va être dur. Vous pouvez me rappeler la première question? Souvent, je ne parle pas en France seulement, dans le monde, on vous indique si un poisson est d'élevage ou sauvage. Oui. Dans quelle mesure cela est-il vérifié? Dans quelle mesure cela est-il indiqué? Bon, je n'ai pas d'informations personnelles à ce niveau. Ou est-ce qu'on est dans une situation un peu floue? Je vous parlais de la Méditerranée, par exemple. On ne sait pas toujours, c'est peut-être dit quelque part, mais on ne se pose pas vraiment la question. Alors, vous parlez de dorades élevées en cage. Est-ce que c'est des dorades sauvages ou des dorades élevées en cage? Oui. Alors, pour le panga, par exemple, là, c'est très simple, c'est 100% vient de l'élevage. Donc, c'est assez facile. En tout cas, d'une façon générale. Concernant les poissons d'élevage et les poissons sauvages, y a-t-il des moyens, des outils moléculaires, par exemple, pour les différencier? Je ne suis pas totalement certain, parce que ce qu'il faut quand même... Si, je pense qu'il doit y avoir des moyens moléculaires. J'aurais du mal à vous répondre à cette question, parce que lorsque le poisson est domestiqué, effectivement, depuis plusieurs décennies, je pense qu'on doit trouver des traces, on doit trouver des marqueurs, des indicateurs qui montrent que... Alors maintenant, sans aller jusque-là, d'une façon générale, les poissons d'élevage sont plus gras, contiennent plus de lipides que les poissons sauvages, pour la raison relativement simple qu'ils brûlent beaucoup moins d'énergie, et les aliments sont relativement riches en lipides. Parce que pendant un moment, les problèmes se décalent. Pendant un moment, le problème, c'était la pollution par les élevages, la pollution azotée par les élevages. Donc, ce qui a été fait, c'est de réduire la proportion de protéines dans les aliments et augmenter celle de lipides, pour faire une substitution. Fournir aux poissons de l'énergie sous forme de lipides plutôt que sous forme de protéines. Donc les aliments, quand vous regardez la composition des aliments pour poissons, d'élevage, en général, ils sont relativement riches en lipides qui se retrouvent dans la composition de l'aliment. Maintenant, au point de vue gustatif, c'est un peu... il y a eu des tests qui ont été faits en aveugle pour
pour essayer de voir si les consommateurs reconnaissaient les poissons sauvages des poissons d'élevage. Moi, j'ai le souvenir que c'était pas très probant, quoi. Une question. Mais c'est marqué. Mais en général, je pense, c'est marqué. En général, chez les poissonniers, il est marqué poisson sauvage. Enfin, dorade de pêche, dorade d'élevage. Enfin bon, alors maintenant, effectivement. Pierre Gény vous pose une question. Oui, merci. Oui, j'ai un souvenir un peu ancien, une quarantaine d'années, un peu plus même, m'être un peu occupé de l'amélioration de l'élevage d'huîtres marraine-oléron et seudres qui étaient touchés de maladies. Et avec le conseil d'Yves Laprairie à l'époque, on a fait venir du Naissain, notamment du Japon, etc., pour réhabiliter un petit peu, et que maintenant, vous savez que c'est une production qui marche bien. Et je voulais poser la question suivante. Est-ce qu'il y a en place un réseau maintenant, en quelque sorte, d'échange entre les grands systèmes d'élevage pour permettre d'éviter justement l'appauvrissement des espèces, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de sécuriser dans l'avenir un petit peu l'aquaculture de manière internationale? Voilà. Je n'en ai pas du tout l'impression. Enfin, c'est quand même des... Oui. Enfin, moi, ce que je constate dans les différents pays où j'ai eu l'occasion de travailler, c'est qu'il n'y a strictement aucun début d'organisation de quoi que ce soit. Je veux dire, chaque pays... alors, vous avez les pays qui sont relativement en retard, disons, qui n'ont pas encore véritablement développé l'aquaculture. Je dirais qu'ils sont prêts à tout pour la développer. Vous avez les pays qui ont des vieilles traditions, qui ont des très très grosses productions, qui essayent de maintenir leur suprématie, qui sont soumis à des règles sanitaires, notamment l'Union européenne, c'est quand même le plus gros bassin de consommation au monde de produits d'origine aquatique. Les normes sanitaires sont assez strictes. Donc, je veux dire, non, moi je dirais c'est vraiment des stratégies totalement individuelles par pays. Enfin, on en est très 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 loin, quoi. Le seul régulateur, c'est la norme. Alors, une dernière question, Christian Dumas, et une réponse rapide. Oui, quel est l'état de la recherche, du développement et de la réglementation au niveau des poissons génétiquement modifiés? Je pense en particulier chez les salmonidés, aux salmonidés triploïdes ou autre chose comme ça. Bon, alors deux choses. Les triploïdes, il y en a partout. C'est ça qui m'a posé la question. D'accord, oui. Alors, oui, mais il y a le micro là, oui, d'accord. Bon, je vous tourne le dos, désolé. Des triploïdes maintenant. Voilà. Ouais, c'est quand même mieux. Des triploïdes maintenant, il y en a partout, y compris dans les huîtres, comme vous le savez certainement. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est mort d'avoir mangé une truite ou une huître triploïde. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas été observé. Maintenant, les OGM sur les poissons, jusqu'à présent, la technique n'était pas vraiment au point. Bon, évidemment, les réticences habituelles sur les OGM, et depuis, 6 mois, a été mis sur le marché le premier saumon transgénique aux États-Unis. Sachant que ce n'est pas le premier, c'est le deuxième historiquement. Le premier, c'était un tilapia transgénique à Cuba. Et comme Cuba n'exporte pas et que personne ne va là-bas vraiment manger du tilapia, ce n'était pas très important. Mais là, je pense que les États-Unis, en commettant, entre guillemets, enfin en réalisant cette mise sur le marché, font effectivement jurisprudence. C'est très très clair. C'est très très clair.